Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité chaude suite aux frappes en profondeur en Ukraine qui ont eu lieu entre jeudi et vendredi dernier où des missiles russes ont attaqué donc l'Ukraine et auraient fait, pour l'instant, au moment où j'enregistre, on est samedi midi, eh bien à peu près 25 morts. L'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est prendre un petit peu de recul par rapport à la défense d'un espace aérien et à la livraison de matériel de protection de l'espace aérien. Regardez des cas historiques, toutes ces choses un peu que je développe dans Au-delà de l'Ukraine, afin de mieux comprendre si on peut vraiment rendre un espace aérien hermétique, mais surtout réfléchir, partir un petit peu plus dans le débat sur ce qui est des leçons que l'on peut apprendre dès à présent de la protection face à la troisième dimension en Ukraine et surtout eh bien, des moyens nécessaires d'un point de vue quantité de missiles pour pouvoir maintenir cette protection dans la durée. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, dans un premier temps, c'est de faire un petit point sur ce qui se passe actuellement, que ce soit en Russie ou en Ukraine. Ensuite, de regarder, de revenir un peu aux bases sur le point defense, le zone defense, de regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays développé ces 2 dernières années en termes d'attaques par des drones ou d'attaques suicides, et ensuite de reparler un petit peu de la suppression of enemy air defense, de la destruction de systèmes solaires, mais dans l'autre sens, de la destruction d'aéronefs par ces systèmes solaires, et on va étudier le cas de la guerre du Kosovo, les 78 jours, et voir le nombre de missiles qui ont été tirés d'un côté comme de l'autre, et donc du coup, on est arrivé aux conclusions qui vont bien, et ça va être autour de la nécessité d'avoir une dissuasion industrielle, d'avoir une capacité à produire de manière énorme, et le danger, l'énorme danger, de partir dès le début d'un conflit sur des biais de confirmation, sur le fait que l'adversaire n'est peut-être pas l'adversaire qu'on croyait, et du coup, prendre du retard dans sa capacité de remonter en puissance industrielle. Allez, on parle de tout ça juste après le jingle. Donc cette semaine, il y a eu pas mal d'informations qui ont tourné, notamment une fake vidéo sur Internet où vous voyez apparemment un drone ukrainien qui survole Moscou, qui a été prouvé comme étant du faux. On a également, par contre, et là c'est du réel, ces derniers mois des incursions de drones ou de missiles de croisière ukrainiens en territoire russe. Également en Biélorussie, avec les images de l'A-50. Une nouvelle image est sortie quelques jours après ma vidéo dont je vous avais parlé, où on voit le petit drone venir se poser sur l'A-50 et apparemment exploser. On a également des photos qui sont sorties de systèmes sol-air ukrainiens qui normalement ont 4 missiles, mais sont équipés qu'avec 2 ou 3 missiles, ce qui viendrait crédibiliser les documents qui ont fuité, qui ont été révélés par le New York Times, qui ont également conduit à l'arrestation d'un réserviste américain, qui stipule notamment, vous en avez sûrement entendu parler, qu'il semblerait que le Pentagone pense qu'à partir de la fin mai, les capacités de défense sol-air ukrainiennes vont s'effondrer, notamment par manque de missiles. Donc, petit point de recul par rapport à la fuite des documents, c'est pas exactement ce qui est vrai, qu'il y a une fuite de documents, ils peuvent avoir été modifiés, à qui profite le crime, et c'est quand même intéressant de voir que c'est le New York Times, un journal américain, qui publie tout ça. Cela met en avant le fait que même de sources américaines, les livraisons occidentales, que ce soit les NASAM, les Iris-T, les Crotale, le Hawk, les Patriot qui vient d'arriver, ou encore le Mamba, qui est fabrication française, ça représenterait qu'environ que 10% des efforts de protection antiaérienne du pays. Je vous rappelle que l'Ukraine, c'est plus grand que la France, c'est un pays absolument énorme, qu'au début de la guerre, les Ukrainiens profitaient de l'énorme flotte, si on peut dire, ex-soviétique, qui avait énormément de S-300, des Buk et des OSA, de très nombreux systèmes solaires. Pour vous donner une idée, en 1987, en URSS, il y avait 10 000 radars pour tout ce qui est guidage, il y avait 9 000 lanceurs longue portée, 5000 lanceurs moyenne portée. Malgré ça, en 87, le 28 mai, un Cessna 172 s'est posé avec un Allemand sur la place rouge. Et ça montre bien à quel point ça n'empêche pas forcément des personnes de pénétrer votre espace aérien. Donc on a parlé de ces quasiment 15 000 lanceurs. En France, en 2018, on avait 8 unités de Mamba. Mamba qui veut dire moyen de défense antimissile balistique. Donc vous voyez bien que il y a pas mal de choses à tirer de tout ça. Toujours est-il,
Dans la nuit de jeudi à vendredi, il y a eu des décès sur Ouman et Dniepro. Donc, d'après les sources ukrainiennes, 11 missiles détruits à Kiev et 2 drones détruits également. 21 missiles auraient été interceptés sur 23 et ça serait principalement des X-101 et des X-555 tirés depuis la mer Caspienne avec des Tupolev 95. Ils ont fait ça à 4 heures du matin. Il y avait également quelques drones. C'est la première fois depuis à peu près un mois qu'il y a ce type d'attaque. Ce qui m'intéresserait comme statistique, je ne sais pas si vous l'avez, c'est pour faire ce nombre d'interceptions. Donc 21 sur 23, ça m'étonne un petit peu quand même. Mais combien de missiles ont été nécessaires? Et c'est ça la vraie question et qui explique un petit peu la problématique qui attaquerait les Ukrainiens en ce moment, à savoir le manque de missiles. Parce qu'on vous dit 21 ont été traités sur 23, vous avez l'impression que c'est génial, mais j'ai d'énormes doutes sur le fait qu'ils aient tiré avec 21 missiles d'interception pour intercepter 21 missiles de croisière. Et juste avant de couvrir pourquoi j'ai ces doutes, eh bien, je voudrais juste vous rappeler que le 17 janvier 2022, il y a eu 3 morts aux Émirats Arabes Unis suite à des attaques de missiles de croisière et de drones directement dans le pays. Que le 25 mars 2022, eh bien, alors qu'il y avait en Arabie Saoudite un Grand Prix de Formule 1 qui est en train de se préparer, il y avait des essais libres, il y a 7 drones outils qui sont venus taper une usine de fabrication de pétrole juste à côté de la piste de Formule 1, du circuit. Que le 26 décembre dernier, il y a des drones nord-coréens qui sont venus à quelques kilomètres seulement du palais présidentiel de Corée du Sud, alors que c'est une des industries de défense, une des armées les plus financées au monde, tout comme l'Arabie Saoudite. Ça montre bien la difficulté de se protéger face à des incursions aériennes. Et maintenant, je voudrais qu'on parle missiles et SEAD, Suppression of Enemy Air Defense, et interception d'aéronefs, et qu'on regarde ce qui s'est passé pendant l'opération Force Alliée de mars à juin 99. Pendant la guerre du Kosovo, l'OTAN, pendant 78 jours, a fait l'effort contre les Serbes. 37 465 sorties, réalisées par environ 1000 aéronefs. Ça fait 480 sorties par jour. On est 3 à 4 fois au-dessus de l'engagement russe dans les premières heures de la guerre en Ukraine. Il y a eu des victimes civiles, on va pas se mentir, on va le dire de suite. Par exemple, le 12 avril 99, il y a eu un bombardement d'un pont, il y a un train qui est passé à ce moment-là, ça fait 20 morts. Le 7 mai 99, l'ambassade de Chine à Belgrade touchée par une frappe de la coalition, 3 morts chez les journalistes et une vingtaine de blessés. Mais moi, ce qui m'intéresse là, c'est qu'on regarde les avions abattus. Il y a eu du F-117 abattu, du F-16 abattu, les deux par du SA-3. Il y a eu également des drones détruits, de l'A-10 et des A-10 et du F-117 endommagés. Donc, qu'avaient les opposants à ce moment-là? Mais ils ont commencé le combat avec 16 SA-3 et 25 SA-6 et du solaire très courte portée. Face à ça, la coalition est intervenue avec des avions de Suppression of Enemy Air Defense. Ils ont tiré 743 armes, le fameux AGM-88 qui a été donné aux Ukrainiens en 78 jours. Donc je vais répéter ces chiffres parce que c'est important. En 99, face à 41 systèmes, il y a eu en 78 jours 743 missiles anti-système solaire qui ont été tirés pour au final avoir 3 destructions confirmées de systèmes SA-3. Donc ça nous fait 3 systèmes SA-3 confirmés détruits pour 743 missiles tirés par la coalition. En face, il y a eu 800 missiles sol-air tirés pour 2 kills confirmés et quelques avions blessés. On a eu 477 tirs de SA-6, 124 SATCP tirés et le reste étant du SA-3. Donc là où je vais vous amener, c'est que en 1999, et les technologies actuellement utilisées en Ukraine, c'est pas très différent de ce qui se faisait à cette époque-là, on était sur des centaines de missiles tirés pour une victoire aérienne contre un avion ou contre un drone ou contre des systèmes solaires. Pourquoi ça me paraissait important d'en parler? Bien pour que vous ayez conscience du volume de missiles nécessaires pour accomplir l'état final recherché, la destruction d'un aéronef.
Est-ce que ces ratios se sont améliorés? Probablement. Néanmoins, vous voyez qu'il y a seulement une vingtaine d'années, et avec des forces extrêmement bien entraînées qui sont celles de l'Occident, avec du très bon matériel, principalement du F-16 en SEAD, et ben voilà, ça a pris énormément de missiles pour très peu de résultats. Vous comprenez mieux les problématiques des Russes, dont on parle au-delà de l'Ukraine lors des premiers jours du combat, et vous comprenez mieux également à quel point ça coûte cher en missiles aux Ukrainiens de défendre leur espace aérien. Donc en résumé, les Ukrainiens, ils ont un très grand pays à protéger. Ça leur coûte forcément beaucoup de missiles pour intercepter des drones, tentatives d'abattre des avions, des choses comme ça. La leçon directement que l'on peut en tirer, nous, en tant que pays européen, en tant que pays occidental, c'est que nous sommes à des années-lumière de pouvoir défendre notre espace aérien comme le font les Russes ou comme le font les Ukrainiens. Nous manquons tout simplement à la fois de lanceurs. Voilà, si on a quelques dizaines de lanceurs Aster, c'est le grand maximum. Nous manquons également de missiles en quantité suffisante pour tenir dans la durée, tenir le temps que l'industrie, si besoin, puisse remonter en puissance. Et vous voyez qu'avec l'aide internationale, l'Ukraine arrive peut-être, au bout d'un peu plus d'un an, eh bien, à ses limites. Je ne vous fais même pas le scénario catastrophe où, dans un cas de protection d'un pays occidental, ces usines de production de missiles sont attaquées. C'était un peu la base des attaques sur la Ruhr pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça pose d'autres problèmes. Alors, tout ça pour dire quoi? Ça parle de contre-offensive ukrainienne. Les Ukrainiens se sont formés à l'occidental, ont été aidés par une multitude de pays, récupéré du matériel. L'objectif, c'est une contre-offensive. Alors, l'état final recherché global, c'est quoi? Probablement, c'est de pouvoir récupérer un maximum de zones pour après arrêter les mouvements, arrêter les combats, un peu en mode Corée contre Corée, et avoir ensuite la profondeur conventionnelle, les forces conventionnelles nécessaires pour tenir cette frontière et empêcher une contre-attaque. Donc, à partir de là, qu'en est-il de cette baisse de capacité de défense aérienne? Comment ça peut affecter cette fameuse contre-offensive? Ce qu'il faut bien savoir, c'est que si on se passe d'un point de vue russe, vous apprenez à cause de ces fuites, merci New York Times, qu'il y a moins de systèmes sol, air chez les Ukrainiens. Vous faites peut-être cette petite frappe de test comme il y a eu il y a quelques jours pour essayer de voir ce que ça donne. Et ensuite, vous vous dites, bon, où sont leurs systèmes solaires? Normalement, ils devraient avoir cartographié tout ça. Est-ce qu'ils vont pouvoir appuyer leurs troupes au sol lors de la contre-offensive avec de la protection dans la troisième dimension? Est-ce qu'ils vont devoir choisir de relocaliser leur système solaire actuellement en poste de protection sur Kiev ou sur des bases des MiG-29 et autres pour protéger une offensive de chars, par exemple? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, quoi qu'il arrive, là on est en train de parler de système moyenne et longue portée, le SATCP, le Solaire très courte portée, il y en a eu plus de 1600 livrés au début, il y en a partout. Donc ça veut donc dire que lors d'une contre-offensive, il ne fait pas bon, si vous êtes russe, à vous rapprocher des chars adverses parce qu'il y a forcément du SATCP de partout et que vous soyez un Sukhoi 25 ou que vous soyez un hélicoptère, l'attrition risque d'être très forte. Давай. La problématique qu'on est en train de couvrir, c'est principalement de la problématique pour la moyenne et haute altitude. La très basse altitude, je pense, est toujours très bien protégée. Cette bulle de protection rapprochée en dessous de 10 000 pieds est très bonne, normalement, pour les Ukrainiens. Par contre, venir en moyenne altitude au-dessus de 10 000 pieds, typiquement comme fait l'OTAN généralement sur les théâtres d'opération, pour tirer de la bombe laser ou de la bombe guidée GLONASS pour les Russes, ou encore faire le choix de faire du tapis de bombe avec de la bombe, ce qu'on appelle la dome bombe, ou prendre un peu le risque de se rapprocher pour tirer en guidant, en piqué de la bombe conventionnelle. En le faisant en super étendard, on arrive à tirer des chars, c'est quand même très précis avec de la 250 kg. Eh bien, pourquoi pas? Il y aurait sûrement un petit peu de perte, mais moins que si on envoie des Sukhoi 25 ou des hélicoptères à basse altitude. Donc attention à ça, il va falloir pouvoir continuer à protéger les troupes au sol. Ensuite, qu'est-ce qui peut freiner un peu les ardeurs des Russes à réutiliser l'arme aérienne en cas de contre-offensive pour essayer de la stopper? Donc on a parlé du SATCP. Il y a également la coordination complexe avec les troupes au sol. Pour pouvoir faire de l'appui sur un front qui bouge très vite, il faut d'excellentes communications qui peuvent être brouillées et il faut également beaucoup de coordination. Et on a vu depuis un an que c'est pas le point fort de l'armée russe. Ça demande énormément de travail. En Occident, on travaille le Joint Fire. C'est quelque chose auquel je pense les Ukrainiens ont été formés. Il semblerait, au vu des retours d'expérience que l'on a, que pour ce qui soit des Russes, c'est pas gagné. Il y a donc un gros délai entre la désignation d'objectifs, le tasking et ensuite l'opération aérienne. Donc ça joue
en leur défaveur et ça rend l'arme aérienne beaucoup moins impactante. Pour tout vous dire, en Occident, on a même inventé le TST, Time Sensitive Targeting, pour entre le moment où il y a besoin de faire une frappe et le moment où vous pouvez taper, avoir une boucle temporelle très courte et donc être très impactant pour aider les troupes au sol. De ce qu'on voit, donc les Russes en sont assez loin. Donc, qu'est-ce qu'ils pourraient faire avec ces annonces? Peut-être refaire du sorte de carpet bombing depuis la moyenne ou haute altitude. Dans tous les cas, ça peut poser des soucis, mais en face, les Ukrainiens, ils peuvent prendre un choix, décider de rendre leur ville ou leur base plus vulnérable pour déplacer les missiles qu'ils ont pour appuyer leur contre-offensive et maintenir à distance la chasse russe et forcément les bombardiers russes. Maintenant, la grande question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que leur percée va être une percée localisée sur un petit front ou est-ce qu'ils vont faire une percée massive? On arrive toujours au même problème dont on parle dans Au-delà de l'Ukraine, qui est-ce qu'on fait du concentré, est-ce qu'on fait du dilué? Si on est concentré, ils peuvent faire une bonne protection dans la troisième dimension. S'ils sont dilués, eh ben, ça va être beaucoup plus compliqué si le nombre de missiles disponibles est facteur. Alors, en leçon, pour nous, occidentaux, observateurs de tout ça, qu'est-ce qu'on peut voir? En 1, le stock, c'est la vie. C'est bien d'avoir des lanceurs, c'est bien d'avoir du matériel, vous ne pouvez pas en avoir trop en stock. Donc il faut du stock de missiles pour pouvoir tenir dans la durée sur la haute intensité. Ensuite, en 2, vous n'avez jamais trop de lanceurs. C'est basique, mais je vous invite encore une fois à regarder en source ouverte le nombre de systèmes solaires que l'on a en France. On n'est pas du tout aligné à ces 2 points. En 3, la capacité industrielle, ce que j'appelle dans Au-delà de l'Ukraine, la dissuasion industrielle, votre capacité de manière autonome à augmenter la capacité, la vitesse de production. C'est d'autant plus compliqué que le matériel est high-tech. Il fallait quelques mois pour faire un avion de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut maintenant des dizaines de mois à d'assaut pour sortir un aéronef. Et en plus, avec les soucis d'approvisionnement en matériaux rares qui viennent pour certains de Russie, ça pose encore d'autres problèmes. Donc cette capacité, cette dissuasion industrielle, elle doit être souveraine et c'est quelque chose sur lequel la France est en train de plancher actuellement. En 4, on a vu qu'il est très compliqué, voire impossible, d'interdire à 100% votre ciel. Et dans tous les cas, ça va être extrêmement chronophage en missile. D'après Kenneth Werrell, il fallait en 65 18 tirs de système solaire pour abattre un avion. Il fallait 107 tirs en 1968. Là, on est sur le milieu du guerre du Vietnam. Vous pouvez vous dire que c'est probablement assez proche de ça à l'heure actuelle en Ukraine. Une centaine de tirs de missiles solaires pour avoir une victoire aérienne. Si vous avez des chiffres plus en rapport avec la guerre en Ukraine, je suis fanat, mais ça vous donne une bonne idée et ça permet du coup de mieux appréhender le nombre de missiles qu'il faut. Autre point, décider c'est renoncer, je pense que vous le connaissez. On aime bien dire dans l'aviation que la seule mauvaise décision c'est de ne pas décider. À partir du moment où vous avez moins de moyens, vous allez devoir faire des choix et donc il va peut-être falloir décider de dépoiler les protections solaires de certaines bases arrière pour appuyer le front et augmenter les chances de succès de la percée. Dernier point, alors là j'insiste, c'est un sujet important. Le dernier point, c'est ne jamais sous-estimer l'adversaire. Vous êtes nombreux à nous avoir écrit aux premières heures de l'invasion en Ukraine pour nous remercier d'essayer d'être apolitique et purement factuel et pas essayer de vous inonder avec de la propagande ou des biais de confirmation. Un biais de confirmation où vous avez décidé d'un narratif. Ce qui tourne classiquement, c'est les Russes sont des incompétents non professionnels qui savent rien faire. Et donc, du coup, au bout d'un mois, leur morale va s'effondrer. Ils vont tous s'arrêter. D'ailleurs, avec les hélicos, ils tirent sans viser. Bref, c'est pas des professionnels, ils savent pas se battre. Donc, l'Ukraine va gagner d'ici 2 mois. Et de toute façon, ils ont plus de missiles. Je caricature à peine. C'est un résumé de ce qu'on peut entendre parfois. La problématique, c'est quoi? J'ai rien contre ce genre de discours, mais c'est contre-productif. C'est contre-productif si vous voulez protéger l'Ukraine. Pourquoi? Eh bien parce que ça crée des biais et ça vous fait créer une fausse représentation de ce qu'est la réalité. À partir de là, ça va biaiser vos prises de décision et ça peut biaiser votre envie de matcher, si je puis dire, le niveau d'agression qu'est le vôtre. En fait, vous êtes face à quelqu'un qui vient et qui vous met une tarte, qui vous met une claque et vous vous dites « Ah, mais il va pas m'en mettre souvent, donc ça sert à rien que j'aille récupérer un fusil à pompe. » Grosso modo, c'est ça. Et vous vous dites, je réponds avec une claque ou éventuellement avec un coup de poing américain. Sauf que la guerre, c'est quelque chose de très particulier. On sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et
du fait qu'on n'ait plus vraiment l'expérience de la guerre de haute intensité, si je puis dire, on s'est presque un petit peu ramolli. Et il faut pas oublier que si vous voulez maîtriser un conflit, si vous avez décidé d'aider un conflit ou de maîtriser ce conflit, eh bien, si quelqu'un vient vous mettre une claque, il faut accepter, tant que c'est dans la réglementation internationale et les lois de la guerre, que si vous avez le droit de répondre avec un fusil à pompe, c'est votre responsabilité d'aller chercher le fusil à pompe le plus rapidement possible et d'annihiler, d'éteindre la menace de suite. Tout le temps que vous allez mettre à tergiverser, oui, ah, il m'a mis une claque, mais elle n'était pas si forte que ça, et pas aller chercher le fusil, en français dans le texte, des gens vont mourir, d'un côté comme de l'autre, plus des civils. Ça, c'est très important d'intellectualiser. Et c'est pour ça qu'en tant que professionnel, en pilote de chasse, nous, on n'est pas là pour créer des situations tactiques où on se bat en chevalier contre l'autre avion avec 50-50% de chances de gagner. Notre objectif, c'est d'amener l'adversaire dans un cas tactique où on va pouvoir atteindre notre objectif et gagner à coup sûr 100% des fois. Et quand on est dans des conflits entre des grands pays comme ça, on sait que le développement industriel, que la capacité de durer, ça passe par la production. Et chaque semaine, chaque mois que vous perdez à vous dire « Ah là, je vais pas aller à 100% dans l'économie de guerre parce que ils sont pas si bons que ça, ils risquent de s'effondrer dans 3 mois », c'est des vies humaines qui sont perdues, c'est des civils qui n'ont rien demandé, qui meurent. Et donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois, là on est à plus d'1 an après l'invasion, s'il y a vraiment un point à retenir, c'est à partir du moment où il y a une agression, à partir du moment où vous décidez que vous êtes attaqué, votre réaction, votre changement de braquet, ça doit pas être du diesel, ça doit être de l'électrique. Ça part direct, beaucoup plus rapidement. Et si on regarde là, en termes de capacité de production, ce que sortent les usines occidentales, moi je vais être franc, je suis déçu. Pourquoi je suis déçu? Parce que clairement, il n'y a pas eu cette accélération. Je vous rappelle que les États-Unis, en 1939, ils sortaient à peu près 5000 avions par an. En 1945, ils en sortaient plus de 95 000. Ils ont décoincé, ce qui leur a permis de gagner face à leurs adversaires, à nos adversaires. Et donc ça, c'est vraiment très important. Je vous rappelle qu'un couteau fabriqué au 1er siècle a autant de chances que vous tuez qu'une grenade ou qu'une bombe fabriquée en 1950, qu'un missile hypersonique fabriqué en 2023. Donc il faut se méfier de l'adversaire, se méfier d'une personne qui vous attaque, toujours réagir, quitte à surréagir et dire « Ah ben on a surréagi, mais au moins on est vivant ». Es-tu prêt à vivre avec les conséquences de ton manque de préparation? Donc méfiez-vous, et ça c'est la grosse leçon encore une fois, méfiez-vous de tous ces narratifs où on ne prend pas vraiment au sérieux, où on ne prend pas pour des professionnels d'adversaire, parce qu'in fine, c'est vous que ça impacte. In fine, c'est se dire « Ah ben nous de toute façon on sera jamais attaqué en France, hein, c'est pas grave, ça sert à rien qu'on investisse dans des systèmes solaires où on fait des annonces, on étudiera la loi de programmation militaire à la proposer, on dit on va rajouter 50% à nos capacités solaires. On va passer de 8 à 12 lanceurs ou de 8 à 20. Voilà. Alors qu'en face, qu'est-ce qu'ils avaient en 87? Ils en avaient 14 000. OK. Donc ça, c'est des points très importants. L'importance de la dissuasion conventionnelle, dissuasion nucléaire, dissuasion industrielle. C'est un peu le sujet d'au-delà de l'Ukraine. C'est des petites zoom out que je voulais vous faire, une petite prise de recul que je voulais vous faire par rapport à tout ça, voir un petit peu les premières leçons qu'on a. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dans tous les cas, à sortir dans les prochains jours, on va parler de porte-avions américains, justement. On va également parler de vol en Fuga, de passionnés et du futur du Fuga. Fuga dont les réacteurs arrivent un petit peu en fin de vie et il semblerait que quelque part, au milieu de la Californie, un adorateur de Fuga planche sur une solution. On vous présente tout ça avant la fin du mois. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis à très bientôt et fly safe.